Vous êtes sur la télévision nationale et vous faites bien, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Dans les titres de cette édition, Aurélien Agbenonsi, plus seulement chef de la diplomatie béninoise, mais désormais aussi chevalier de la Légion d'honneur de France, le ministre des Affaires étrangères a reçu sa distinction pour ses activités au bénéfice de l'intérêt général et de la nation française. Dans l'actualité aussi, la 8e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, célébrée officiellement en différé. Au cœur de la célébration, la promotion des achats locaux au profit des cantines scolaires. Et puis, dans cette édition, on vous emmène à Accra, la capitale ghanéenne, où les acteurs des médias sont réunis pour une formation sur la gestion de la dette en Afrique. La formation intervient dans le cadre de la 3e édition de l'initiative Afromédi. C'est la plus haute distinction en France et Aurélien Agbenonsi vient d'en être honoré. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est désormais chevalier de la Légion d'honneur de France. La secrétaire d'État française Chrysoula Zakharopoulou lui a attribué cette distinction à l'occasion de son récent séjour au Bénin. Les mérites du diplomate et son rôle joué pour la restitution des biens culturels ont milité en sa faveur. Le Naïk Agbazao et Daniel Ada ont tout suivi. Voici le compte-rendu. Aurélien Agbenonsi reçoit ici la Légion d'honneur de la République française. Cette distinction vient couronner le parcours du haut fonctionnaire onusien, expert des questions de gouvernance et de gestion de crise, qui a fait ses preuves dans le même pays et qui met ses qualités au service de la diplomatie béninoise depuis 2016. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est surtout distingué pour sa remarquable contribution au processus du retour des trésors royaux. Par cette Légion d'honneur, c'est la République française qui vous honore. Et en vous honorant, la France honore un grand homme d'État, un partenaire, un grand ami. Et notre amitié, vous avez activement contribué à la renforcer ces dernières années par votre courage, vos convictions et surtout votre détermination. Bravo. Merci, Madame la Ministre. Permettez-moi d'abord de témoigner ma sincère gratitude à ce président qui m'a distingué, le président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron, pour l'insigne honneur qui m'est fait. Permettez-moi aussi de dire ma reconnaissance, ma profonde gratitude, ma fidélité à l'homme qui m'a appelé à accomplir l'un des desseins qui a toujours caractérisé mon parcours, être au service de mon pays, son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Je lui avais promis que mon rôle auprès de lui serait de porter le Bénin refait, le Bénin révélé vers le monde et surtout de ramener le monde vers le Bénin. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour reconnaître que le monde vient vers le Bénin et que le Bénin est très admiré dans le monde. Je le remercie pour cela. Aurélien Agbenonsi dédie cette médaille à sa petite famille et à ses collaborateurs qui constituent ses béquilles au quotidien. Sans doute une réelle source de fierté pour toute la nation béninoise. Le ministre du Développement et de la Coordination gouvernementale est désireux de maintenir haut son étendard en cette année 2023. Pour y arriver, Abdoulaye Biotchane initie une activité dénommée « Retraite stratégique du personnel ». 2 jours de réflexion au Palais des Congrès pour faire le bilan des activités menées en 2022 et définir les orientations pour cette année 2023. Les travaux ont pris fin hier, 31 mars. Christelle Tongodo pour le point. Une retraite stratégique qui réunit le ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale et le personnel décisionnel de son ministère. Objectif, donner de nouvelles orientations pour l'année 2023. Une de mes premières recommandations, c'est de renforcer vraiment l'esprit d'équipe qui doit régner dans la maison. Je l'ai dit, le ministère est assez moderne. Nous avons développé pas mal de choses. Je veux que cela se poursuive. Nous devons être en tête de peloton de toutes les initiatives. Ce n'est pas seulement les initiatives techniques, c'est y compris sur la substance. Et au cours de la présente retraite, nous avons eu droit à la présentation d'une communication
sur un sujet d'importance capitale et qui a trait aux maladies non transmissibles et leurs conséquences sur la santé. Cette dernière communication nous a entretenus sur les facteurs de risque liés à ces maladies. Il en ressort que la quasi-totalité des personnes adultes au Bénin, soit 98%, ont au moins un facteur de risque, mais l'ignorent. Pour éviter ces maladies, il faut adopter la formule magique de 0 tabac, 0 alcool, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique par jour et enfin la consommation d'une alimentation dont le régime répond à la formule des 3P, c'est-à-dire peu salé, peu sucré et peu gras. Des communications bien enrichies et soigneusement choisies pour permettre aux 18 structures de ce ministère de mieux se porter. Mettons à présent le cap sur le cabinet du président de l'Assemblée nationale où le renforcement des liens de coopération était au cœur de 2 audiences. Louis Lavonneau a reçu les ambassadeurs du Canada et du Koweït près le Bénin. On retrouve Firmin Bassao pour les précisions. Plusieurs points, notamment la coopération entre les parlements canadiens et béninois, la promotion des femmes en politique, la gouvernance parlementaire avec l'arrivée de l'opposition, la contribution de l'Institut parlementaire du Bénin au profit des députés ont été le menu des échanges entre l'ambassadrice du Canada près le Bénin et le président de l'Assemblée nationale. Le Canada et le Bénin, l'année passée, en 2022, on a fêté 60 ans de relations diplomatiques et ça inclut les relations entre nos parlements. Et comment on peut approfondir ça et travailler plus étroitement pour promouvoir la démocratie, les valeurs et tout ça. Ça faisait partie de notre discussion. Il y avait aussi l'Institut parlementaire du Bénin dans le rendez-vous, dans la réunion. Et c'était pour moi aussi intéressant d'apprendre ce que fait l'Institut et comment eux, ils jouent un rôle important aussi pour avancer la démocratie et de former et de la recherche qu'ils font que va approfondir la connaissance et l'aptitude des députés. Après la présentation de sa lettre de créance au président de la République, l'ambassadeur du Koweït près le Bénin est reçu par le président de l'Assemblée nationale, ceci dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les présidents des institutions de la République. Nous avons discuté de comment faire avancer la coopération entre le Bénin et le Koweït entre les parlements des 2 pays. Et aussi comment faire avancer la coopération et l'amitié entre les 2. Les 2 diplomates repartent satisfaits des échanges. Mais avant de repartir, en marge de son audience avec le président de l'Assemblée nationale, l'ambassadrice du Canada près le Bénin en a profité pour tenir une séance de travail avec les 29 femmes parlementaires de la 9e législature. Quelques-unes partagent ici leurs impressions à la fin des échanges. Il était question de mieux nous connaître, en tout cas c'était un échange, un partage d'expériences, de surtout comprendre les motivations qui nous amènent à la politique. Et c'était l'occasion pour nous aussi quand même de parler de nos attentes, parce que nous aurions souhaité que de ces échanges-là sorte un partenariat nourri qui permettrait aux 29 députés femmes que nous sommes de la 9e législature, toutes tendances confondues, d'être suffisamment outillés pour répondre justement quand l'intérêt des populations est en jeu. Comme vous le savez, le Canada est un pays très féministe. Elle a partagé avec nous l'expérience canadienne et nous avons aussi échangé avec elle sur les efforts qui se font dans notre pays et les ambitions, les priorités de chacune d'entre nous au niveau du Parlement béninois. Ça m'a fait beaucoup plaisir et je remercie spécialement Madame l'ambassadrice du Canada, pas du Bénin et du Burkina Faso.
Commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. On en parle toujours avec cette fois-ci l'Union progressiste Le Renouveau qui a aussi sacrifié à la tradition. Le parti politique a célébré en différé la GIF 2023. Ce jour même, samedi 1er avril, Fifame Salomé Atadji et Petroni Lokoso pour le point. Lorsque les femmes sont à l'honneur, la chaleur ne peut être que vive. Puisqu'il vaut mieux tard que jamais, l'Union progressiste Le Renouveau décide de célébrer aujourd'hui la Journée internationale des droits des femmes. Le parti Union progressiste a choisi ce jour pour que véritablement dans l'Union progressiste, la femme puisse être célébrée pour l'enracinement définitif du parti. C'est un jour pour se souvenir que d'autres femmes avant nous se sont levées, se sont battues pour que nous ayons certains droits. Même le droit d'être présente aujourd'hui, à militer dans un parti, le droit d'aller voter, le droit de travailler, le droit de conduire, etc. Et c'est fort de cela qu'aujourd'hui, nous devons poursuivre la lutte. Nous devons savoir que ça ne doit pas s'arrêter et que ce que l'homme est capable de faire sur le plan professionnel, sur le plan politique, sur le plan économique, la femme également est capable de le faire. Et c'est à nous, les femmes, de transmettre également cela à nos filles. Ces militantes de l'UPR sont motivées à œuvrer de sorte à être de véritables leaders au sein de leur communauté. Et moi, je pense, honnêtement, je vous le dis, qu'il y a toutes les femmes à leur niveau et femmes leaders, quelle que soit leur position. La femme formée et informée est l'avenir de ce pays. C'est dans cet objectif que le parti se met aujourd'hui, en disant qu'il faut vous accompagner. Le parti voudrait compter sur vous. Tout le présidium, avec en tête le président Djobenou, vous envoie leurs félicitations et leurs remerciements pour tout ce que vous avez déjà fait et tout ce que vous allez continuer de faire pour que le parti puisse continuer à maintenir le cap. Ces femmes de l'Union progressiste Le Renouveau sont entretenues sur la santé sexuelle et reproductive et sur les activités génératrices de revenus financées par le programme d'action du gouvernement. On est à une autre. Intéressons-nous à présent à la journée africaine de l'alimentation scolaire célébrée le 1er mars de chaque année. Une 8e édition commémorée en différé au Bénin. C'est la commune de Wenri qui a accueilli les manifestations officielles consacrées, comme depuis quelques années, à la promotion des achats locaux auprès des petits producteurs au profit des cantines scolaires. Le ministre des Enseignements maternels et primaires et les responsables du programme alimentaire mondial ont tous répondu présents. Firmin Bassao et Calvador Arouanou aussi. La 8e édition de la Journée africaine de l'alimentation, célébrée ce jour en différé à l'école primaire publique de Ouokon en Rang dans la commune de Wenhi, donne l'occasion aux différents acteurs de vanter les prouesses du gouvernement du Bénin dans le domaine. Depuis 2017, le Programme national d'alimentation scolaire intégrée, PNASI, un programme social phare du chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, est mise en œuvre grâce au partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Nous sommes pressés d'aller à l'école et nous y restons pour travailler. Tout ceci est possible grâce à la volonté du Président de la République, Monsieur Patrice Talon. Aujourd'hui, les données ont changé. La politique du gouvernement et du programme alimentaire mondial est de s'approvisionner en vivres auprès des petits producteurs. Depuis le démarrage du PNASI en juillet 2017, le PAM travaille à augmenter le volume des achats locaux, notamment auprès des petits producteurs. À cet effet, une stratégie des achats locaux a été élaborée pour approvisionner les cantines scolaires et comme résultat, nous pouvons noter que tous les maïs et tous les haricots consommés au niveau des écoles sont achetés à 100% au niveau local auprès des producteurs et des commerçants locaux. J'invite les enseignants à accompagner et soutenir le fonctionnement des cantines scolaires afin de permettre à chaque enfant relève de demain de pouvoir jouir pleinement du droit à l'éducation qui lui confère notre Constitution. De même, j'invite les populations au niveau local à renforcer la veille citoyenne. L'école primaire publique de Ouokon en Rang constitue aujourd'hui un exemple palpable
dans la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégrée. Les activités connexes y sont développées, dont le jardinage et la pisciculture. Un atelier de restitution a réuni à Porto Novo les acteurs et partenaires du système éducatif béninois. Objectif, apprécier les résultats de l'évaluation des manuels scolaires du projet ressources éducatives. Le projet ressources éducatives est conjointement piloté par la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie et de l'UNESCO. Calvador Arwanou, Nathalie Doris Obolabi pour les précisions. La conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie Confémen fait des ressources éducatives une priorité. Dans ce cadre, il a été lancé au Bénin en novembre 2011 une activité d'évaluation indépendante de la qualité en mathématiques et français et du premier cycle du secondaire en mathématiques, français et sciences en cohérence avec la phase d'exécution du projet ressources éducatives dans 6 pays, à savoir le Burundi, Madagascar, le Sénégal, le Niger, le Togo et le Bénin. La restitution du rapport de cette évaluation constitue un point de départ pour la phase 2 qui permettra au pays de mettre en œuvre des recommandations issues de l'évaluation. Et donc, il est attendu que l'équipe nationale fasse une prise en compte de l'ensemble des recommandations et de définir des stratégies de mise en œuvre conformément à la feuille de route qui sera définie et finalisée. L'état des lieux des systèmes éducatifs des pays d'Afrique subsaharienne francophone révèle d'importants défis à relever, encore pour assurer une éducation de qualité à tous et pour tous. Le projet ressources éducatives est conjointement piloté par la Confémen et l'UNESCO avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD pour sa mise en œuvre. Les résultats du rapport d'évaluation présenté en ce jour serviront d'appui au projet ressources éducatives et aux stratégies nationales afin de garantir aux enfants un accès équitable à une éducation de qualité. De l'appréciation des acteurs du système éducatif du résultat de l'évaluation dépendra l'amélioration ultérieure de la qualité des enseignements, apprentissages et évaluation au Bénin. Autre atelier à présent initié dans le cadre du projet Africa Digital Campus pour renforcer les capacités des enseignants de l'Institut national supérieur de technologie industrielle de l'Okosa. Les participants se sont appropriés les fondamentaux du e-learning dans l'enseignement supérieur au Bénin. Evariste Zomaron, Abdoulaye Momouni Yakubu pour les précisions. Cette rencontre du projet Africa Digital Campus avec les enseignants de l'Institut national supérieur de technologie industrielle de l'Okosa vise la mise en place d'une communauté d'apprentissage et de pratique au Bénin dans le cadre de l'enseignement à distance dans le supérieur. Ce projet prend en compte le volet infrastructure et contenu e-learning. L'idée du projet est vraiment que les initiatives qui auront été mises en place perdurent après le projet. Donc sur tout ce qui est volet infrastructure, on s'appuie sur une communauté d'informaticiens, le RBR, entre autres. Et sur le volet contenu, le volet e-learning, évidemment, on s'appuie sur les enseignants. Le projet ADC est une opportunité qui permet à l'UNESTIM d'opérationnaliser sa stratégie en matière de digitalisation des cours en ligne. Ce projet, comme je le constate, a impacté 65 enseignants venant de 6 entités. Les enseignants s'engagent pour la pérennité des acquis de cette formation. Nous allons nous mettre en communauté de pratique pour pouvoir nous entraider afin de vite relever les défis et de gagner le pari. Le pari, c'est la mise en ligne des cours pour nos apprenants. Premièrement, c'est que ces acquis soient consolidés au niveau de tous les enseignants-chercheurs impliqués dans le projet, que nous continuons à développer les compétences nécessaires pour réussir ce pari de pouvoir enseigner autrement. Au terme des travaux de cet atelier de renforcement de capacités, les participants pourront enseigner et évaluer autrement dans une approche de digitalisation.
Des journalistes, des acteurs de la société civile et des spécialistes de la dette publique échangent à Accra au Ghana sur la gestion de la dette en Afrique. J'en parlais tantôt en titre. C'est dans le cadre de la 3e édition de l'initiative Afromédi, une initiative portée conjointement par le Forum et Réseau africain sur la dette et le développement et le Centre africain pour la politique énergétique. Ariane Da Silva pour le point. 31 pays africains sont représentés à la 3e édition de l'initiative Afromédi, un événement qui intervient dans un contexte où des pays africains font face à une crise de la dette. La rencontre a pour objectif de renforcer les capacités des journalistes sur la dette et le développement. Et cela s'est fait à travers des communications sur la gestion de la dette publique dans les pays africains, la contribution des médias à la promotion de la transparence dans la gestion de la dette, l'importance de la compréhension par les médias de l'économie politique de l'Afrique. Les acteurs des médias africains ont aussi été outillés sur les techniques d'accès aux sources d'information et leur rôle dans la promotion de l'intégration régionale. La finalité, promouvoir une Afrique prospère fondée sur un développement durable et équitable, d'où le thème de l'Afromédi 3 vers une plus grande transparence et responsabilité des médias pour une gestion durable de la dette publique. Et nous vous proposons à présent de suivre les avis de quelques participants à cette formation. Suivons plutôt. Ça renforce nos capacités en termes de connaissance de la situation de la dette, sa gestion et plus loin encore l'affectation des différents fonds que nos États, notamment la RDC, mon pays, s'octroient à travers les différents prêts. L'Afrique gagne déjà en termes du fait que nous sommes formés comme personnes qui vont donner l'alerte et surtout bien interpeller, rappeler aux gouvernants leur devoir de bonne gestion de fonds de finances publiques, notamment les fonds qui viennent de la dette. Ce rendez-vous a permis de renforcer les capacités des journalistes qui sont au cœur effectivement du système dette. Parce que vous savez que nos pays aujourd'hui s'endettent sans suivre les mécanismes. Et aujourd'hui, ça constitue un boulet rouge contre effectivement le développement de nos États. Alors on a traité également des questions de fraude fiscale et d'évasion fiscale qui sont aujourd'hui des phénomènes qui font perdre d'importantes sommes d'argent à l'Afrique. Alors vous savez que si nous allons faire une analyse profonde des flux financiers illicites à travers la fraude, l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux, on se rend compte que si toutes ces sommes ne s'étaient pas évadées, aujourd'hui l'Afrique devrait être créancière et non débitrice. C'est quelque chose de très très important, vu que le monde de journalisme actuellement se développe et ça évolue. Et donc c'est très important d'approfondir, d'enrichir et découvrir la question de transparence et de la gouvernance. Et d'ailleurs, c'est ça les deux problèmes au niveau de la gestion des dettes publiques dans les pays africains. Je crois qu'on pourrait quand même faire quelque chose entre journalistes. Je pense que cette formation n'est qu'une nouvelle porte qui s'ouvre pour les journalistes de s'intéresser davantage sur la question des dettes. Dans le cadre de la mise en œuvre des terminaux de paiement électronique dans 4 communes pilotes, la mairie de Calavier vient de réceptionner les équipements de collecte des taxes locales. L'objectif est de moderniser les systèmes de collecte de recettes avec traçabilité. Blaise Adanko, Benjamin Denayon pour les précisions. Après Commun, Glazoué et Porto Novo, c'est Abomey-Calavi qui est doté des équipements de collecte de tasses et de recouvrement des recettes. Les terminaux à paiement électronique TPE visent à accroître les recettes communales. Ils vont également permettre une traçabilité des recettes recouvrées au profit de la commune. Ils garantissent l'authenticité des tickets émis, la géolocalisation de l'agent chargé de son utilisation, la traçabilité des opérations depuis l'enrôlement jusqu'au contrôle final au niveau de l'organe supérieur, la réalisation des statistiques pour des données sensibles et le suivi du recouvrement, l'évaluation en temps réel ou différé du rendement des opérateurs et enfin
l'accès à une base de données consultable par les différents responsables des communes, ceux de la cellule d'appui au pilotage des réformes et le trésorier communal en fonction de leur degré d'autorisation, c'est-à-dire les droits d'accès au niveau du serveur de l'application. Mesdames et messieurs, les outils mis à disposition sont d'une importance capitale, dira le représentant du maire, d'Abomey-Calavi. Vous comprenez que la mairie d'Abomey-Calavi, la commune d'Abomey-Calavi qui aujourd'hui fait partie des grandes communes du Bénin, les besoins de la population sont énormes et innombrables. Donc, il va falloir que cet outil-là puisse accompagner la mobilisation des ressources pour nous permettre de répondre aux besoins de nos petites populations. Après la phase expérimentale de la mise en œuvre des TPE dans les 4 communes sélectionnées, un bilan sera fait afin d'étendre le programme aux autres communes du Bénin. Et on reste à présent dans la commune de Louémé, où le collectif des anciens élèves du collège d'enseignement général d'Avier de Porto-Novo, en l'occurrence la promotion dite Maman Philo, laisse sa marque dans le livret des philanthropes de l'établissement. C'est à travers un don de bureaux pour enseignants et de matériaux de construction. La cérémonie de remise s'est déroulée ce samedi dans l'enceinte du dit collège. Brice Rungbo et Nathalie Doris-Owolabi pour le point. Des bureaux pour enseignants et des matériaux de construction pour la réfection de quelques salles de classe. C'est la contribution du collectif des anciens élèves du CEG d'Avier, promotion Maman Philo, à la campagne de réhabilitation lancée à l'occasion des 60 ans d'existence de ce collège. Nous sommes là aujourd'hui pour 3 raisons. Première raison, c'est de venir témoigner notre gratitude au CEG d'Avier. Deuxième raison, puisque nous avons su que le collège est en train de fêter ses 60 ans, nous sommes dit que c'est une occasion pour donner la parole à la directrice du CEG pour qu'elle suscite à travers notre geste d'autres initiatives pour le collège. Et puis ensuite, c'est aussi une manière pour nous d'apporter un plus aux efforts que le gouvernement a déjà fait qui ne sont pas forcément suffisants. C'est aussi l'occasion de faire la genèse du nom de baptême de la promotion. Maman Philo, c'est un professeur. Si vous voulez, c'est une professeure de philosophie. Paix à son âme, elle ne vit plus. Elle s'appelait Corvie Reine, Jocelyne. Et nous avons eu, nous, l'honneur de la voir comme professeure de philosophie. C'était une dame de caractère. Donc c'est en mémoire d'elle que nous avons créé un groupe d'anciens élèves de CEG d'Avier que nous avons dénommé Promotion Maman Philo. Heureuse, la première responsable des lieux apprécie le geste et salue l'accompagnement permanent des anciens élèves depuis sa présence à la tête du collège. Merci à vous tous d'être venus. Merci aux autres qui viendront. Cette campagne de réhabilitation d'Avier, c'est sûr que c'est un succès. Et ça va se marquer en lettres d'or dans l'histoire du CEG d'Avier. Au nom de ses camarades, la première déléguée ainsi que le représentant du bureau de l'association des parents d'élèves ont aussi témoigné leur reconnaissance aux donateurs. Une visite des lieux a permis à ces anciens élèves de revivre quelques souvenirs du beau vieux temps. Preuve que ce retour à la source était nécessaire. Parlons à présent de la politique nationale de santé communautaire. Dans le cadre de sa mise en œuvre, 213 personnes seront bientôt sur le terrain pour recenser des informations auprès des ménages dans la zone sanitaire Djougou-Kopargo-Waké. Et en prélude à cette activité, ces agents recenseurs sont en formation à Djougou pour bien accomplir leur mission. Judy Kael Ayenan et Enoch Rongpati. Ces hommes et femmes sont recrutés sur des critères bien définis. Leur mission: collecter des informations nécessaires sur les ménages de la zone sanitaire Djougou-Kopargo-Waké dans le cadre de la mise en route de la politique nationale de santé communautaire. À partir de ce recensement, toutes les parties prenantes auront des données qui pourront dire aujourd'hui, voilà le nombre de ménages et voilà la taille de chaque ménage au niveau de notre zone sanitaire. Je voudrais vraiment vous inviter à beaucoup plus de discipline dans le travail. Et pour conduire ces travaux de recensement des ménages, le gouvernement, par le biais de la préfecture de Djougou, a porté son choix sur l'ONG Scienson. Nous avons mis en œuvre déjà plusieurs activités. Aujourd'hui, on vous a invité pour que vraiment nous puissions démarrer. Et c'est le lieu de vous exhorter
à suivre attentivement tout ce que les formateurs vont nous dire, puisque c'est une étape capitale et que si cette étape est ratée, la politique nationale de santé communautaire dans la Donga est ratée. De la qualité de votre travail sur le terrain dépendra la fiabilité des données et par ricochet de la désignation en nombre convenable des relais communautaires. Je vous exhorte vivement à suivre avec assiduité la formation et une fois sur le terrain, faire preuve de professionnalisme dans la collecte des données. La mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire dans la zone sanitaire Djogo-Kopargo-Waké dans le département de la Donga est appuyée par l'USAID. La dernière session d'information de ce jour est pour 23h30. Retrouvez demain à 13h Estelle Espérance Aurore Pazou pour l'édition de la mi-journée. Quant à moi, je vous retrouve à 20h dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.